Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Creatrix, la plateforme pour faire avancer le droit des créateurs. Je suis Yvan Palierne et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné par Pierre Massot, fondateur de Creatrix et de Lorca, artiste aux multiples facettes de l'art urbain à Paris. Lorca, on va parler de ton vécu et de ton expérience. Tu nous disais que bien souvent tu crées et exposes tes œuvres sans contrat, aucun cadre juridique ni aucune protection en cas d'accident ou d'incident lors de la création de l'œuvre sur place. Alors, comment fais-tu pour gérer la création et l'exposition de tes œuvres sans avoir de contrat ou de protection juridique? Et comment fais-tu face aux imprévus ou aux accidents qui peuvent survenir pendant le processus créatif? Bon, bah, du coup, déjà, bonjour. Je suis ravie d'être ici et de pouvoir échanger sur ces sujets. Donc, moi, en fait, je fais de la sculpture dans la rue à partir d'encombrants. Donc, je suis artiste urbaine. Et ce qui m'intéresse, ça va être de faire des créations, justement, dans l'espace urbain à partir des matières que les gens vont jeter. Et du coup, sur ces interventions, je fonctionne donc en toute liberté. Donc c'est pas lié à une commande ni à des événements ou des expositions. Et donc c'est vraiment cette pratique que je développe maintenant depuis 10 ans en toute indépendance. Et ce qui va m'intéresser à la suite de ces interventions, c'est justement d'exposer par la suite mes photographies, mes vidéos et mes éditions. Et c'est souvent effectivement dans ce cadre-là, dans le cadre de l'exposition, hein, donc après avoir fait ces projets dans la rue, c'est vrai que souvent quand on est contacté par des événements ou pour des projets justement culturels, je me suis rendu compte maintenant, vu que ça va faire à peu près 10 ans que je suis lancée dans ce processus créatif, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de projets qui se déroulent et qui se concrétisent en réalité sans signature de contrat, quoi. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de contrat de travail signé, ou il ne va pas y avoir de contrat tout court. Et je m'en suis rendu compte quand justement il y a eu des problèmes, quoi. C'est là qu'on s'en rend compte et justement que c'est quelque chose en fait d'important et de professionnalisant aussi qui aide à avoir confiance en sa démarche, quoi. Et donc je me rends compte aujourd'hui que c'est hyper important, quoi. Hmm. Et comment tu gères le fait de ne pas pouvoir céder tes droits d'auteur et de ne pas être rémunéré par ton travail alors? Alors, c'est-à-dire de ne pas pouvoir céder mes droits d'auteur. Puisqu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de cession de droits d'auteur et donc pas de rémunération. C'est vrai que les sessions de droit, moi je suis inscrite depuis longtemps à la DAGP. J'avais fait une exposition il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, et c'était une exposition en fait qui finançait des jeunes artistes et qui était soutenue par la DAGP. Et donc du coup, de ce fait, pour justement pouvoir avoir ce soutien, la DAGP m'avait dit il faut s'inscrire à la DAGP et parcourir tout ce processus. Donc ça fait longtemps que j'ai la connaissance de justement mes droits d'auteur. Mais c'est récent que j'ai compris qu'en fait, quand on faisait une exposition ou un événement, qu'on pouvait prétendre justement à une rémunération liée à la cession de ses droits d'auteur, quoi. Et ça, c'est, disons, assez récent, vu que la plupart des gens avec qui on vient à collaborer pour des événements artistiques, c'est rare qu'il soit question de rémunération contre exposition d'un travail artistique. Souvent, on va parler de défraiement pour les déplacements, on va parler de remboursement de matériel, mais finalement, la question de la rémunération en soi, souvent, elle est mise à l'écart, quoi. Oui, il vous propose le matériel et la visibilité, quoi. Oui, c'est ça. De toute façon, oui, c'est complètement ça, quoi. Ouais. C'est un peu... Aujourd'hui, on mange, les artistes sont censés manger avec la visibilité, quoi. Donc, c'est assez compliqué. Et moi, j'ai bien vu que pour pouvoir avancer et avoir des projets de plus en plus intéressants, j'ai été obligée de dire de plus en plus non, en fait. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à dire de plus en plus non que des projets de plus en plus intéressants se sont présentés. Mais il y a eu ces longs moments où en fait on est obligé de dire non, parce que sinon on est dans une sorte de boucle, on est invité toujours dans le même style d'événement où c'est juste de la visibilité à gagner et où il y a très peu de professionnalisation derrière, quoi. Parce que la visibilité finalement ne fait pas manger, quoi. Tout simplement, quoi. Non? Je continue? Oui, vas-y, Yvan. Ouais, Je t'en prie, je t'en prie. du coup, quelle est ta réaction lorsque tes œuvres sont exposées, photographiées et reproduites sans ton consentement? Après, en soi, j'ai jamais eu vraiment à proprement parler de soucis directs, immédiats de la sorte, c'est-à-dire par exemple une exposition dédiée entre guillemets à mon travail ou à ma recherche qui aurait été fait vraiment sans mon consentement par l'institution. Ça, jusqu'à présent, j'ai pas encore eu vraiment de cas de figure tel quel, quoi. Ça m'est déjà arrivé plutôt avec des entreprises privées
c'est-à-dire des entreprises voilà, qui étaient privées, qui demandaient par exemple les droits d'auteur pour une session de droit, par exemple, pour une chose bien particulière, pour un catalogue. Et finalement, je me rends compte des mois après l'événement que ce n'est pas que le catalogue, mais que dans l'événement, il y a eu par exemple des panneaux imprimés en 2 mètres par 2 mètres par 2, quoi. Et donc là, bon, bah voilà, c'est des sortes d'ambiguïtés où justement, c'est là que je me rends compte à chaque fois, au fur et à mesure des expériences, qu'il faut être très clair sur les sessions de droit, qu'il faut justement préciser un maximum de choses pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté avec les interlocuteurs. Et ça, effectivement, la plupart des collaborateurs, ils vont esquiver cette question, quoi. C'est-à-dire que la question des droits d'auteur, si l'artiste n'y vient pas lui-même et si l'artiste n'aborde pas ces sujets, moi j'ai eu très peu d'interlocuteurs qui ont abordé ce sujet-là d'eux-mêmes, quoi. Et comment tu gères cette situation, toi, alors? Maintenant, je redirige vers la DGP. Tout simplement, comme maintenant, c'est la façon la plus simple que j'ai de gérer avec mes interlocuteurs. Et surtout, si je vois que d'un coup, ça les freine et que ça les braque, bah, je me dis, bon, bah, du coup, ils sont pas réglo, quoi. Si d'un coup, ça leur fait chier de payer 15 euros de droits d'auteur pour une apparition dans un livre, je me dis, bon, bah, c'est que finalement, ils ne me soutiennent pas réellement, quoi. Parce que là, finalement, les droits d'auteur, sur plein de choses, on n'est pas sur des choses faramineuses, hein. On est sur des montants qui sont autour de 5 euros, 20 euros. Enfin, il y a plein d'éditions ou plein de choses où les montants sont en réalité assez bas. Et c'est cette cumulation de ces petits montants qui permet après de toucher un peu de droits d'auteur à la fin de l'année. Et quand les collaborateurs sont finalement réticents à verser une somme symbolique en droits d'auteur, bon, bah, maintenant j'en suis arrivé au stade où je me dis bah, ça sert à rien de travailler avec ces gens, quoi. Parce que finalement, je me suis rendu compte pendant des années en fonctionnant de cette manière, bah, j'arrivais pas à me professionnaliser. J'avais la visibilité, les événements qui s'enchaînaient et tout, mais n'étant pas rémunéré pour mon travail, n'étant pas rémunéré pour mes droits d'auteur, bon, bah, au bout d'un moment, bah, j'arrivais plus à avancer, quoi. Et donc, Lorca, du coup, c'est cette inscription, le fait que tu sois adhérente à la DAGP qui t'a permis, qui t'a aidé, le fait d'être épaulé, société de gestion collective, c'est ça qui t'a beaucoup aidé là, dans la défense de tes droits. Je pense que c'est un point important pour les artistes, hein, de savoir, voilà, avoir connaissance de cet organisme pour pas être tout seul finalement. Bah c'est ça, enfin moi je vois là, j'aurais pas eu connaissance de la DHGP, je pense que ça aurait été difficile de pouvoir me protéger entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a même plein de situations, je pense que je les aurais pas analysées comme problématiques. Par exemple, c'est comme les décrochages d'exposition où il y a de la casse, j'ai mis énormément de temps à assumer auprès de mes collaborateurs, des gens qui m'invitaient, de leur dire non mais regardez là je récupère mes photographies, je récupère mes œuvres, et elles sont cassées, quoi. Et ça au départ, bah, quand les premières fois que j'ai exposé, on me disait tellement ouais mais t'as déjà de la visibilité, enfin ça t'offre déjà tellement de visibilité, c'est pour toi un honneur d'exposer ici, donc à la fin de repartir un peu avec une photo cassée, t'oses pas forcément dire bon bah, excusez-moi, là ma photo est abîmée, comment on fait, quoi. Alors qu'en réalité, bah, justement ça c'est réellement un problème parce que quand on produit des œuvres, ça coûte finalement de l'argent, et si à chaque exposition des œuvres sont cassées, bah, finalement il n'y a pas d'œuvre, quoi. L'artiste, comment il produit, quoi. Alors, quand on t'écoute, c'est intéressant parce que si on se dit finalement, la première chose, c'est d'avoir conscience de ses droits et qu'on a le droit de se défendre finalement et de ses intérêts. Si déjà on n'a pas conscience de ça, en fait, effectivement, les autres en profitent. Enfin, certains en profitent, pas tous, mais certains. Mais effectivement, soit parce qu'on en fait un tabou, on fait comme si c'était même pas la question ne se posait pas, et puis voilà. Donc effectivement, premier point, et du coup, c'est prendre conscience qu'un artiste a le droit de se défendre. Mais comme tu disais, je pense que c'est vraiment moi, la DAGP qui m'a permis de faire ce chemin, et même en étant épaulé par la DAGP, il a été assez long, vu que quand tu es artiste et que tu te lances, tu as déjà ce regard envers toi-même, de pouvoir justement estimer ton propre travail, et le fait que dans les yeux des gens qui puissent t'inviter, il n'y ait pas cette estime-là, toi tu as forcément vis-à-vis de toi-même une sorte... certainement un peu de manque d'estime, de te dire bon bah si déjà les gens n'ont pas l'estime de me le dire, moi à la fin bon, bah, je remplis juste mes cadeaux, enfin mes cadres, et finalement bon bah il y en a une abîmée et tant pis, quoi, et ça passe sous silence. Alors qu'en réalité bah, justement c'est dans toutes ces petites choses que l'artiste peut se sentir valorisé et qui peut être confiant pour la suite, quoi. Et comment ça a influencé ta pratique maintenant alors, du coup, pour pas que ça arrive Bah, du coup, justement, c'est des expériences au fur et à mesure qui permettent de se prémunir à chaque fois pour les prochains événements, quoi. Mais je vois que ça reste quand même très compliqué, hein, comme cette notion du contrat. Encore récemment, sur un gros projet avec une institution, le contrat n'a été signé que 6 mois après la réalisation du projet. Donc dans la réalité, voilà, heureusement qu'il ne s'est rien passé sur le terrain, mais c'est exactement le genre d'exemple où même en étant prémuni, et même moi en disant à mes interlocuteurs j'ai besoin d'un contrat pour travailler, en leur expliquant et tout, finalement je me retrouve
un peu au pied du mur à réaliser le projet sans contrat en fait, parce qu'au bout d'un moment, ça fait 1 an qu'on le prépare, ça fait 1 an qu'on est dessus, la date fatidique approche, et une fois qu'on y est, est-ce que j'abandonne le projet parce que j'ai pas de contrat et je dis adieu à ce travail depuis 1 an, ou est-ce que je l'accomplis encore une fois sans contrat? Donc voilà, c'est toutes ces questions qui finalement, même avec la connaissance que je commence à acquérir depuis ces expériences, et même maintenant avec le savoir que j'ai un peu plus, c'est difficile parce qu'il faut que tout le monde soit un peu au même niveau et tout le monde ait cette même volonté, quoi. Et là, je vois que c'est pas... voilà, c'est pas non plus de la mauvaise foi de mes interlocuteurs, hein. Des fois, ça va être des difficultés au niveau des différentes hiérarchies, au niveau de la validation des contrats. Enfin, ça va être tout plein de difficultés qui vont mener à certaines situations, quoi. Mais je vois que justement, même des fois, avec toute la bonne volonté du monde, que ça reste quand même des points complexes, quoi. On a le droit de donner des noms ou pas? De toute façon, après j'ai un site internet, hein, donc finalement, la traçabilité peut être vite fait, quoi. Ouais. Et quel conseil tu donnerais à un jeune artiste qui souhaite se lancer dans l'art urbain? Moi, le premier conseil que je donnerais, ça serait justement de s'inscrire à une société de droit d'auteur, quoi. Pas mal d'artistes pourraient aussi s'y opposer parce que finalement, quand tu signes souvent dans une société de droit d'auteur, tu leur donnes tes droits à vie, quoi. C'est-à-dire que tu leur cèdes tes droits et c'est eux qui les gèrent pour toi. Et ça, tu as beaucoup d'artistes qui sont un peu réticents à cette idée parce qu'ils disent non, je préfère gérer mes droits moi-même, quoi. Mais dans la réalité, moi, n'ayant pas forcément d'immenses connaissances en droit et n'ayant pas forcément non plus les moyens de me défendre, là, le fait de faire partie d'une société d'auteurs, ça m'a permis justement d'avoir toute cette connaissance et surtout d'être épaulé quand il se passait quelque chose. Parce que le fait de faire partie là aujourd'hui de la DAGP, quand il y a un souci, au moins j'ai un contact que je peux appeler, où je peux envoyer un mail et avoir un retour direct. Donc c'est vrai que moi le premier conseil que je donnerais à un artiste, que ce soit un artiste urbain ou un artiste tout court, ça serait déjà de s'intéresser à ses droits d'auteur et de se positionner directement comme un artiste face à sa création, quoi. Sachant qu'en plus, c'est vrai que c'est un peu trompeur parce qu'on se dit on apporte les droits effectivement à la société de gestion collective, on a l'impression de les perdre, mais en fait il y a toujours un lien, c'est un apport un petit peu particulier puisque de toute façon l'artiste reste quand même titulaire de son droit moral, donc on apporte déjà que ses droits patrimoniaux et puis on a le droit de sortir de cette société de gestion collective. C'est juste que pendant tout le temps où on est adhérent, effectivement les droits on les apporte et ils sont gérés pour le compte de l'artiste en fait, hein. Voilà. Et la DAGP ou n'importe quelle société de gestion collective rend des comptes aux auteurs. Donc c'est vrai qu'effectivement, en plus ce sont des sociétés qui sont très encadrées, donc c'est vrai qu'on peut apporter ses droits en confiance. C'est ça. Et moi je pense que c'est surtout une valorisation et une reconnaissance du travail qu'on accomplit. C'est-à-dire que moi je vois en tant qu'artiste justement... je dis ça quand on parle là de jeunes artistes qui voudraient se lancer, parce que moi je dis ça aujourd'hui avec le recul, où je me rends compte qu'aujourd'hui, en 2023, je vais avoir des projets qui ont encore de la visibilité, qui font encore des actualités, mais qui vont être des projets de 2012. Des projets que j'ai créés quand j'étais étudiante et quand je ne savais pas du tout encore ce que j'allais faire plus tard. Et finalement, d'être à cette période déjà inscrit à la DAGP et que ce projet soit déjà en fait identifié comme une œuvre de leur cas, ça m'a permis en fait pendant ces 10 années de pouvoir toucher des droits d'auteur liés à ces projets. Alors qu'en fait, quand ces projets, je les ai créés, je n'avais pas forcément cette prétention et je ne me doutais pas que 10 ans après, ça ferait partie de mes projets phares en fait, quoi. Et donc c'est pour ça que je pense que rien que le fait d'être dans une société d'auteurs, c'est déjà se sentir entre guillemets épaulé et soutenu en tant qu'artiste et plus seul un petit peu dans sa bulle. Est-ce que je suis un artiste ou pas? Est-ce que ce que je fais c'est de l'art ou pas? Finalement, dès qu'on est dans une société d'auteurs, tout ce que tu vas produire et créer est à toi, entre guillemets, quoi. Donc je pense que c'est hyper... Et puis ils sont datés en plus, du coup, de 2012, ils sont datés depuis un moment. Oui, c'est clair, oui, c'est ça. D'un coup, ça crée quelque chose. Même pour moi, je mets 2012, là maintenant, ça fait 11 ans. Moi, ça me paraît fou, quoi. C'est des projets, pour moi, c'est Objeticide. C'est un projet où je tuais des objets dans la rue. Pour moi, j'ai l'impression que c'est encore récent, alors qu'en fait, ça fait plus de 10 ans, quoi. Et toutes ces années, il y a eu des apparitions dans des livres scolaires, il y a eu des apparitions dans des documentaires, dans tout plein de choses. Et la DAGP, elle piste tout ça, c'est-à-dire que pour moi, elle va pister justement, pour les artistes. Est-ce que tu peux juste me rappeler pour les gens qui ne connaîtraient pas et qui nous écoutent, ce que veut dire la DAGP? Simplement, en général, je dis que c'est l'équivalent de la SACEM, mais pour les arts visuels. Souvent, on connaît plus facilement, on arrive mieux à comprendre justement quand on parle de SACEM pour la musique. Ouais. Quand un musicien, justement, sa musique va passer à la radio ou va passer sur YouTube plein de fois, il va toucher des droits d'auteur. Et finalement, un artiste visuel, c'est exactement la même chose, mais vu que lui, il est dans l'image,
bah, ça va pas être la même société en fait, quoi. Et donc l'ADAGP, je pourrais plus te dire exactement l'acronyme, mais Oui, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Bah, c'est la Société gestion... française de perception et de répartition des droits d'auteur dans le domaine des arts graphiques et plastiques. Ouais, ouais. Alors c'est vrai Merci, qu'effectivement, avec un nom comme ça, Ouais. on le retient pas facilement, mais c'est vrai. L'ADAGP, quoi. mais Ouais. tu l'as très bien expliqué. Je pense que c'est ça qu'il faut Oui. retenir. Effectivement, tout le monde sait ce que c'est que la Ouais. SACEM, ou même ne serait-ce qu'un peu globalement. Ben voilà, ça. c'est l'équivalent Ouais. pour les arts Visuel, quoi. voilà, les arts Ouais, visuels, exactement. carrément. Voilà. Et souvent, je prends cet exemple de la musique, même aux jeunes, c'est beaucoup plus facile pour faire comprendre justement cette notion de droit d'auteur, parce que souvent on dit mais art visuel, comment des droits d'auteur en fait? Là je dis mais un artiste musicien c'est pareil, sa musique elle va passer plusieurs fois à la radio et plus elle va passer, plus il va toucher d'argent. Visuel c'est pareil, plus tu as un visuel qui va être utilisé sur des sites internet pour faire des articles, plus il va générer du clic et plus tu vas toucher d'argent aussi, quoi. Et on en revient à cette question de départ, c'est il faut avoir conscience de ses droits. Si on n'a pas conscience de ses droits, Bah, on ne c'est peut ça. pas les défendre, ça c'est Exactement, certain. quoi. Voilà. Bah, ça c'est vraiment quelque chose, Ah. pour ça que la DAGP, pour moi, comme je disais, chaque année, de recevoir un virement, de me rendre compte que mes visuels pouvaient générer de l'argent, alors qu'à côté de ça, j'avais aucun revenu lié à l'art, c'est-à-dire que j'avais pendant longtemps effectué des emplois alimentaires à côté. Et le fait que justement la société d'auteurs puisse d'un coup, chaque fin d'année, me verser de l'argent qui soit directement lié à mon art, à À mes tes créations. créations, c'est hyper valorisant en fait, quoi. Et c'est Et pour ça qu'en carrément. tant que jeune artiste, je pense que c'est hyper important directement de se positionner. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, l'adhésion c'est 13 euros. Donc c'est pas une grosse perte. Je sais pas Oui. si ça a évolué depuis, mais je pense pas que ça a dépassé les 20 euros, vu que c'est vraiment une somme symbolique. Et du coup, voilà, il n'y a pas grand-chose à perdre, j'ai envie de dire, à tenter de s'y inscrire en tout cas, quoi. Ouais. Oui, carrément. De toute façon, sur leur site, il y a plein d'informations. Ouais, Et le puis, on site peut est bien toujours fait, aller quoi. les rencontrer Aussi. pour en discuter et justement évoquer avec eux, parce que je sais qu'ils ont plusieurs types de contrats. On n'est pas obligé de tout apporter. Donc, ça, c'est des choses qui se discutent avec eux. Et donc, il faut aller les rencontrer, quoi. Bah, en tous les cas, merci, c'était très limpide, je trouve. Ah non, c'est bien, c'est parfait. Juste une dernière chose, est-ce que tu peux me dire un mot sur tes projets futurs à venir là? En ce moment, je suis sur un projet que j'ai appelé IA, donc du coup, intelligence artificielle. Ah bah on est en plein dedans en Oui, plus. complètement, quoi. Et du coup, c'est un projet que je suis actuellement en train de développer. Donc, j'ai dû le commencer il y a peut-être 2-3 semaines dans la rue. Et donc, l'objectif, c'est d'utiliser les intelligences artificielles pour générer des prototypes de sculptures. Et ensuite, ces prototypes, c'est d'aller les réaliser justement dans la rue, quoi. Donc, c'est un peu une manière de s'inspirer de la machine, quoi. Vu que la machine s'inspire des œuvres pour générer des créations libres de droit, là, l'objectif... Voilà, c'est de récupérer ces créations libres de droit pour les refaire revenir dans cette notion justement de droit d'auteur, quoi. Et donc là, ça pose, je pense, un petit peu question sur la place de l'artiste, où est mon rôle créatif dans tout ça. Et voilà, ça m'intéresse vu que ça pose un petit peu question sur tout ça, quoi. Et aussi, c'est la première fois que je travaille l'abstraction, quoi, vu que ça fait des années maintenant que je bosse la sculpture. Et c'est vrai que sur tous mes projets, c'est toujours représentatif, c'est-à-dire que ça va représenter quelque chose et c'est souvent assez réaliste, quoi. Et là, avec ce projet, voilà, j'ai enfin réussi à aborder l'abstraction que j'ai toujours un petit peu fantasmé dans mon travail, quoi, les formes, les couleurs. Et là, voilà, je suis vraiment dans un projet qui est totalement abstrait, quoi. Alors, moi, j'ai une question à vif. Nous, les juristes en propriété intellectuelle, on se posait toujours la question de ce que c'est qu'une œuvre originale. On dit qu'il faut qu'il y ait un effort créatif ou des choix créatifs. Alors, c'est quoi pour toi la créativité, justement, entre l'IA, justement, qui peut créer des nouvelles œuvres parce que les juristes, on se pose plein de questions justement en ce moment avec l'IA. Est-ce que l'IA peut créer? Si elle crée, est-ce qu'il peut y avoir des droits? Donc là, dans le monde, il y a des tas de débats, pas qu'en France, mais un peu partout. Et donc, une des grosses questions pour nous, c'est de savoir c'est quoi un choix créatif en tant que juriste, moi, avocat propriété intellectuelle. Et on se pose toujours cette question, comment est-ce qu'on démontre qu'il y a un choix créatif? Et ça ferait très plaisir d'avoir un peu ton regard d'artiste, même si c'est une question pas facile. Je pense que c'est une question qui est justement complètement ouverte, hein. Je pense que cette question, je l'ai ouverte, enfin moi je l'ouvre à moi-même davantage avec cette question justement de l'IA, parce que je me rends bien compte que l'IA va m'apporter des prototypes, c'est-à-dire des idées de sculpture, mais finalement si ces idées de sculpture ne sont pas réalisées dans la rue et ne sont pas concrétisées, finalement je ne peux pas les intégrer à mon processus de travail ou à ma pratique. Donc finalement je me dis, il y a quand même cette source qui peut me servir d'inspiration, qui peut me servir d'influence.
Mais finalement, utiliser l'image telle qu'elle, moi je sais que j'aurais du mal à l'intégrer comme étant mon travail ou comme faisant partie de mon processus. Après, je pourrais me positionner différemment, peut-être pour des artistes qui, eux, travaillent le numérique ou travaillent avec des machines. Ça me fait penser à certains artistes qui vont justement créer des robots qui vont être capables de dessiner ou toutes ces choses-là. Ben justement, je trouve que c'est des travaux, ça, qui vont poser question, quoi, vu que c'est des artistes qui vont être créateurs de ces machines, qui vont les programmer, qui vont les mettre en scène, qui vont les exposer. Finalement, pour moi, ça me rappelle un peu comme les problématiques de Duchamp, quoi. C'est un peu ce principe-là, et je trouve que ça soulève, là, le numérique actuellement, il soulève un petit peu pour moi exactement les problématiques du ready-made et de tout ça, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Même toi, d'ailleurs, ton œuvre de street art, finalement, à un moment donné, tu décides de prendre un objet et peut-être de changer la vision qu'on a de lui et d'en faire une œuvre d'art, finalement. Ça n'en était pas une, et en fait, ça en devient une parce que toi, tu la transformes, hein, si j'ai bien compris. Ou tu transformes ces objets, mais tu nous les fais voir autrement. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre un peu de ton travail. C'est marrant, comme là, la définition, souvent, moi, j'appelle pas ce que je fais dehors des œuvres d'art, étant donné que c'est pas destiné à perdurer et j'ai pas, comment dire, cette notion de propriété dessus. Finalement, je dis souvent que c'est des créations en expérience, hein. N'importe qui peut en ramasser des morceaux, n'importe qui peut le modifier. Pour moi, ça serait réellement une œuvre d'art. Déjà, il y aurait cette question de la propriété, c'est-à-dire il y aurait un propriétaire de cette œuvre d'art, et il y aurait oui, une sorte de sacralisation de la pièce, quoi. Et on le voit bien avec les commandes publiques, par exemple, de murs monumentaux, où d'un coup, ce mur-là, on n'a plus le droit de le repeindre. Si tu es un graffeur ou un peintre et que tu vas repeindre ce mur-là, tu vas te faire emmerder, quoi. Et donc, il y a vraiment cette chose qui m'intéresse dans l'art de rue, c'est cette liberté qu'il peut y avoir et qui finalement permet pour moi de désacraliser un peu la notion d'œuvre d'art. Et finalement, ça devient plus une sorte d'expérience artistique, une création, mais j'ai du mal, moi, à dire que ce que je pose dehors sont vraiment des œuvres d'art, quoi. C'est intéressant. Alors nous, notre vision de juriste, on aime bien faire des catégories. On fonctionne comme ça. C'est un peu étrange pour ceux qui ne sont pas familiers à ça, mais ça nous aide à bien appliquer les règles. Donc effectivement, il y a le support matériel. C'est ce qu'on comprend bien, c'est pour toi, c'est effectivement ça, tu ne veux pas t'approprier. C'est des objets que tu laisses, les gens pourront se les réapproprier. Mais par contre, ce que tu crées, c'est ce qu'on appelle la création intellectuelle. Et ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Dans le code de la propriété intellectuelle, on appelle ça comme ça. Ça, c'est ton œuvre, mais intellectuelle, quoi. Voilà. Mais c'est pour ça que ce qui m'intéresse, après, quand je vais exposer, c'est de pouvoir partager finalement mon processus et mon concept. C'est-à-dire que d'un coup, imaginons, je vais parler du projet Eat Me, où c'était un projet où je cuisinais les matelas. Donc, j'utilisais la mousse des matelas pour faire des kebabs, des panini, des sushis en mode monumental. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est pas finalement que l'esthétique des sculptures, c'est pas de conserver que l'esthétique et de dire, ça, c'est une sculpture Lorca et de la mettre en intérieur. Non, finalement, ces sculptures-là, elles restent dehors, elles disparaissent, elles sont ramassées, elles ont un mystérieux devenir. Et ce qui m'intéresse après, c'est le process. Et finalement, une fois que je vais l'exposer, il va y avoir des photographies qui sont imprimées en tirage unique, il va y avoir des vidéos qui sont montées, archivées sur clé USB, il va y avoir des éditions qui vont sortir. Et c'est ces pièces-là qui, pour moi, font office d'œuvre et qui permettent de saisir en fait la démarche, de dire, ok, c'est une meuf, elle est toute seule, elle a la trentaine, elle va dehors, elle fait ça avec les poubelles. Et c'est tout ce schéma-là, tout ce processus de pensée qui m'intéresse justement de diffuser et de faire de la médiation autour plutôt que juste la sculpture en forme de kebab, quoi. Parce que finalement, cette pièce-là en soi, elle serait beaucoup plus commune, quoi. Alors que le process... est beaucoup plus pédagogique finalement. Aussi, mais disons, oui, elle aura un aspect beaucoup plus commun que là, finalement, tu vas à la foire du trône, un donut en forme de coussin, tu peux te le trouver, quoi. Donc, finalement, c'est... Il n'y a pas de message. Il n'y a pas le message que toi... artistique est différent, c'est-à-dire que d'un coup, ça n'a rien à voir avec un donut que tu as récupéré à la foire du trône et qui est joli, et un donut que tu vois dans la rue, sur le trottoir, qui est fait à partir de poubelles, quoi. Et que tu vois qu'il est à personne et qu'il est abandonné dehors, quoi. Il y a un rapport qui est complètement différent, quoi. Et justement, c'est ce rapport à la gratuité, à l'accessibilité qui m'intéresse, et je trouve ça fou. Comme là, souvent qu'on puisse parler un peu d'œuvres ou de pillage des créations urbaines quand elles sont justement abandonnées en extérieur. Même si c'est dur, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours appelé ça un peu des actes créateurs, c'est-à-dire le fait que je puisse être dehors et que les gens puissent à leur tour modifier ce que j'ai fait, récupérer des morceaux ou même le prendre en photo. Moi, je dis c'est ça qui fait la richesse des arts de rue, c'est parce que ça incite chez les gens à avoir des sortes d'actes créateurs dont ils n'ont souvent même pas conscience, mais
Combien il y a de personnes justement qui ont déjà pris en photo quelque chose dans la rue qu'ils trouvaient beau. Combien de fois il y a des gens qui ont ramassé des sortes de morceaux, des choses dans la rue qu'ils trouvaient jolies. Et je trouve que ça, finalement, pour moi, c'est pas du vol, justement, c'est une sorte d'intérêt pour la pratique plastique et une sorte d'appropriation aussi, mais qui peut aussi ne pas être tout le temps néfaste, vu que souvent elle est décrite de manière néfaste. La personne, elle le prend, elle le vend, elle spécule et tout, mais alors qu'en réalité, il n'y a pas que ça non plus, quoi. La plupart des cas, c'est pas que ça, comme les gens qui prennent en photo le travail dans la rue, la majorité ne vont pas faire des expos sans mentionner les artistes. Non, la majorité vont juste le montrer à leur famille, à leurs proches, en disant c'est génial, quoi. Et donc c'est là qu'il ne faut pas généraliser ces actes créateurs qui peuvent être engendrés par cet art de rue, quoi. Oui, ce que je comprends, et c'est ça qui n'est pas évident, c'est qu'il y a la frontière entre, par nature, l'art de rue, l'art urbain, est fait pour être partagé, puisque les gens se l'approprient, et parce que déjà, comme tu l'expliques, c'est un art de liberté, puisque justement, on va s'approprier des choses qui étaient, voilà, et comme tu dis, que les gens avaient abandonnées finalement, c'est dans ton travail, et tu les transformes pour changer le regard des gens, et du coup, le but, c'est que ce soit partagé, et en même temps, il y a certains types d'actes qui vont devenir peut-être pas admissible, c'est-à-dire que là, voilà, il y a une frontière, hein, et donc, mais à définir, voilà. Ouais. Ouais, mais complètement. C'est pour ça que l'art de rue est aussi intéressant et qui continue là, on va dire, à évoluer, à faire partie du courant le plus fort mondialement actuellement. C'est parce que justement, l'art de rue va soulever ces questions-là. Qu'est-ce qui paraît respectable ou pas? Quelles limites il y aurait? Parce qu'effectivement, hein, si moi aujourd'hui, il y a quelqu'un qui, avec ses pièces que j'abandonne dans la rue, arrive à en vivre mieux que moi, j'aurais certainement une part de frustration. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est assez difficile d'en vivre. Si là, quelqu'un pouvait générer plus de revenus que moi-même qui suis à l'initiative de ces pièces, forcément qu'il y aurait une part de frustration. Donc il y a, je pense, c'est un peu comme les notions de droit d'auteur, il y a une différence entre le commercial, le culturel et tout ça, quoi. Enfin, je pense que c'est dans tout ça que ça peut se mesurer, quoi. En fait, la règle, enfin en Europe en tout cas, c'est que le principe, c'est que toute reproduction constitue en principe une non autorisée par l'artiste et qu'une contrefaçon, sauf si on est dans les cas des exceptions prévues par la loi. Et il y a un certain nombre d'exceptions, donc on ne va pas énumérer ici parce que sinon j'endormirai tout le monde. On n'aura pas assez de temps. Voilà, mais il y a par exemple le cercle de famille, si c'est voilà, il y a des exceptions de panorama, si c'est effectivement, il ne faut pas que ce soit commercial. Et puis, mais si on n'est pas dans une de ces exceptions-là, effectivement, eh bien là, on retrouve le principe, c'est que normalement c'est interdit, sauf si l'artiste le tolère. Oui, voilà. Et donc, mais c'est à l'artiste de décider pour tout le reste s'il choisit d'agir ou pas pour effectivement dire. Donc, si quelqu'un une œuvre de street art, c'est admis, c'est une création intellectuelle qui peut constituer donc une œuvre originale protégeable par le droit d'auteur. Et donc, quelqu'un qui l'utiliserait à des fins commerciales sans autorisation, ce serait une contrefaçon et l'artiste a le droit d'agir, effectivement. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important et que finalement, ça, je pense qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas forcément, quoi. Ouais. Voilà. Bon, merci Lorca pour ce partage d'expérience et de vécu. Merci Pierre. Merci mille fois, Lorca. On est très très heureux de t'accueillir chez Créatrix pour partager. C'est exactement la mission qu'on s'est donnée ici, c'est de créer une passerelle entre deux mondes, le monde artistique et puis le monde des juristes qui communiquent peut-être pas toujours assez. Et là, on est quand même très heureux de ce partage, encore plus avec l'art urbain qui nous touche particulièrement parce qu'il y a des questions à foison. Donc, on te remercie beaucoup d'avoir partagé ça. Et puis, merci Yvan pour... sourire. En tous les cas, merci à tous les deux. J'invite nos éditeurs à visiter le site de Lorca, lor-6k.com, pour découvrir tout son travail. Je remercie au passage la Fédération de l'art urbain qui nous a permis de nous rencontrer aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur le site de Créatrix également, où de nombreuses tricks ont été faites par nos membres. C'est 100% gratuit. Alors n'hésitez pas à devenir adhérent. Si vous avez des questions, celles-ci pourront faire l'objet d'une prochaine contribution. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Créatrix.